Chers téléspectateurs de WLS, donc aujourd'hui nous allons faire une émission sur la crise financière. Dans un premier temps, on va développer l'origine de la crise et dans le deuxième temps, l'impact que ça a cette crise chez nous, en France, sur chaque citoyen. Alors, Monsieur Foucault, vous êtes dans une commission des finances au Forum pour la France. Est-ce que vous pouvez expliquer l'origine de cette crise? Alors, l'origine, d'abord signaler une chose, c'est que cette crise, c'est une véritable crise. C'est une crise énorme. On est, la semaine dernière, passé à 2 doigts de la catastrophe. Si les politiques n'avaient pas senti le vent arriver, c'était fini. Tout s'écroulait. J'espère qu'on va en sortir. Il faut absolument que les gens comprennent que cette crise, c'est énorme. Tout s'écroulait. Tout le système financier. Et quand le système financier s'écroule, il n'y a plus de système économique, il n'y a plus de social, il n'y a plus rien. Parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas d'argent, tout est mort. Et on a manqué de basculer dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En définitive, les causes. La crise qu'on appelle celle des subprimes, c'est-à-dire les prêts à risque venant des États-Unis, c'est un déclencheur. Mais ce n'est pas ça qui a fait la crise. C'est pas le fond. Pas du tout. Cette crise, elle aurait pu arriver 15 jours, 3 mois, 6 mois après, avec un autre déclencheur. Elle n'est pas responsable de la crise. Les causes de cette crise, c'est d'abord un système monétaire international basé sur une monnaie nationale, le dollar. Juste pour essayer d'être clair, le PIB, la richesse nationale des États-Unis, c'est 20 000 milliards de dollars. C'est 10 000, excusez-moi, c'est 10 000 milliards de dollars. Le PIB mondial, c'est 50 000. Elle fait donc 20%, les États-Unis, c'est 20% de la production mondiale, de la richesse mondiale. Les États-Unis, avec ce 20%, font 80% de la finance mondiale. Et ils financent aussi 50% du commerce mondial. Vous voyez qu'il y a des chiffres qui ne sont pas. Quand vous savez que lorsque vous avez une monnaie nationale pour gérée par des autorités nationales, pour des fins nationales, c'est-à-dire que le dollar sert normalement pour financer les États-Unis, les Américains, etc. Lorsque cette monnaie nationale sert d'étalon monétaire international, vous êtes obligé de financer le monde entier. Or, vous ne pouvez financer le monde entier que si vous, par votre déficit, c'est-à-dire que tous les dollars qui sont détenus par les gens de par le monde, sont en définitive le déficit des Américains. C'est un système, vous racontez ça à un gamin, il vous dit Pépé, tu nages, tu patines dans la choucroute, là, ça colle pas. C'est ça le problème. Ça, c'est la première cause, c'est-à-dire qu'il faut absolument retrouver une certaine raison. Deuxième raison de cette crise, c'est la dérégulation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a plus aucune règle d'établie. Les marchés font absolument ce qu'ils veulent. Autre chiffre pour essayer d'être clair, le PIB mondial, on vient de le voir, je vous l'ai dit, c'est 50 000 milliards de dollars. Tous les jours sur le marché financier, il y a 400 000 milliards de dollars. C'est-à-dire quand vous faites le compte, lorsque l'on fait 1 franc, on va rester au franc, ça va nous faire plaisir, lorsque vous créez pour 1 franc de production, vous générez 15 000 francs de spéculation. C'est des chiffres qui ne sont plus compréhensibles pour le commun des mortels et même pour les autres, ça a échappé à toute logique. Troisième chose, la libéralisation des capitaux, qui date de 1976, les accords de la Jamaïque, où des gens ont signé le droit à des financiers, à des spéculateurs, de faire ce qu'ils voulaient de la monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune autorité qui a quelque pouvoir sur la monnaie. Donc les produits dérivés, la titrisation, etc. Personne n'y connaît plus rien. Vous prenez un endettement, vous prenez une dette, vous en faites un actif. De cet actif, vous pouvez en faire une dette, et de cette dette, vous pouvez en faire une valeur. Vous vous rendez compte à quelle vitesse on multiplie la masse monétaire. C'est inimaginable. Donc voilà, en définitive, les véritables raisons de cette crise. Alors, le déclencheur, c'est tout à fait autre chose. Le déclencheur, c'est des gens aux États-Unis qui ont été commissionnés pour vendre des prêts. Quand vous êtes commissionné pour vendre quelque chose, plus vous en vendez, plus vous gagnez d'argent. Donc on a vendu des prêts à des gens qui n'étaient pas obligatoirement solvables. Ce qui a fait en plus augmenter le prix des terrains et le prix des maisons.
Et au bout d'un moment, personne ne pouvait plus rien payer, avec encore un autre système, celui des prêts à taux variable. C'est-à-dire que les types ont pris des prêts, ils ont acheté, parce que là-bas, on achète un prêt, et votre prêt, vous payez 2% d'intérêt la première année. Ils se sont retrouvés 3 ans après à payer 25% d'intérêt. C'était prévu, les 15% d'intérêt, ou ah non, non, c'est la hausse du mobilier? Ben, c'est la hausse, c'est la spéculation, etc. Il n'y a pas de règles tangibles, et c'est pour ça que ça ne va pas. Donc d'abord, si on peut donner un conseil aux gens qui vont nous regarder et nous écouter, c'est de ne jamais emprunter à taux variable. Sinon un taux variable capé. Ah non, un taux fixe c'est tout. Non, si jamais vous faites... Vous savez, il faut être un financier ou un banquier pour savoir ce qu'il y a écrit. Vous savez, c'est comme les compagnies d'assurance, c'est marqué en tout petit tout. Alors, taux fixe, pas de taux variable, taux fixe. Voilà, sur le problème de la crise, c'est cause, en gros, voilà ce qu'on peut vous dire. Maintenant, certainement, il faut bien qu'on sache que derrière la crise financière, il y a une crise économique qui arrive. Elle a même déjà commencé à toucher personne. Le bâtiment est touché. Actuellement, il y a un manque de confiance parce que la finance et l'économie, simplement, c'est une question de confiance. 90% de l'économie de la finance est constituée de l'économie est constituée de confiance. Actuellement, avec ces espèces de produits titrisés, personne n'a plus confiance en personne. Les banques n'ont plus confiance entre elles, elles ne veulent plus, même si elles ont de l'argent, se prêter, c'est-à-dire mettre de l'argent sur le marché financier, que l'autre aille chercher l'argent qu'il a besoin. Donc il y a on ne veut plus faire de prêts. On va prêter aux ultra riches, mais pas aux autres. Dès qu'il y a le moindre petit risque, on ne va pas prêter. Donc les entrepreneurs ne trouveront plus d'argent. S'ils ne trouvent plus d'argent, ils ne vont plus pouvoir financer l'entreprise. S'ils ne peuvent plus financer l'entreprise, ils vont débaucher. S'ils débauchent, le type qui est débauché ne va plus pouvoir consommer. Le particulier, lui, est dans le même cas, c'est-à-dire qu'il ne peut plus, lui non plus, trouver d'argent auprès de sa banque. Donc il n'emprunte pas et il ne consomme pas. On est dans une crise économique. Cette crise économique sera beaucoup plus facile à réguler, à résorber que la crise financière, parce qu'il suffira simplement de remettre un petit peu de confiance pour que les banques puissent reporter, et ce qui a été fait là ces derniers jours va à peu près dans le bon sens, redonner confiance à tout le monde pour que la machine se dégrippe et reparte. Voilà. Je crois en gros que c'est ça, ce qu'on peut dire sur la crise, c'est ça. Je vous dirai tout de suite que le système bancaire dont je suis issu, le système bancaire français, c'est un système qui est très frileux. Il a toujours été frileux. On nous a accusés d'être frileux. Donc on n'a pas été touché par cette crise. Il y a des problèmes, bien sûr, on n'a pas été touché par la crise parce qu'on ne met pas l'argent n'importe où, on n'en met pas assez. Donc c'est ça notre problème. Par contre, avec le problème européen, c'est comme on est solidaire des autres, on va payer quand même pour des banques voyous, il faut dire le mot, ce sont des banques voyous qui ont arrêté de faire leur métier de banquier, qui ont fait le métier de spéculateur. Je parle des banques allemandes, je parle des banques espagnoles, je parle, pense des banques irlandaises, non mais dans l'Europe, un problème dans l'Europe. Et en dehors de ça, quand vous vous rendez compte que même il y a eu un pays voyou qui a pris l'argent en Islande, aux Islandais, pour aller le spéculer avec en Angleterre ou aux États-Unis, ils ont mis le pays en faillite. Il faut absolument maintenant arrêter ce processus. Vous avez vu que dans nos campagnes et nos villes, ils ne vont plus avoir d'argent là actuellement, parce que là aussi l'argent s'est envolé en fumée et nos collectivités territoriales ne vont plus pouvoir emprunter. Une collectivité territoriale qui n'emprunte plus, elle n'investit plus, elle ne fait plus travailler les entreprises, c'est une catastrophe. C'est le plus gros investisseur et emprunteur en France. Est-ce qu'on peut revenir 2 minutes sur le plan de ce qu'a présenté notre président Sarkozy concernant les 50 milliards d'euros qui vont être injectés dans le marché et les 320 milliards d'euros qui sont garantis ce qu'il nous a annoncé qu'on va même faire de l'argent avec. Oui, c'est vrai. Les Français ne seront pas touchés dans leur porte-monnaie. Alors affirmer que les Français ne seront pas touchés dans leur porte-monnaie, là c'est aller un peu vite parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si tout s'arrangeait, effectivement, non seulement les Français ne seraient pas touchés, mais en plus l'État, c'est vrai, gagnerait de l'argent. Mais actuellement et normalement, les banques n'ont pas besoin d'argent. Il suffirait simplement qu'elles aient confiance les unes dans les autres et qu'elles se remettent à se prêter de l'argent les unes des autres, ça suffirait. Malheureusement, dans le système avec les banques allemandes qui sont quand même prises dans la tourmente, les banques hollandaises, non, la France c'est beaucoup moins touchée que les autres. D'abord,
on va prendre 3 pays pour être un petit peu, pour expliquer aux gens. Les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande. On va prendre ces 3-là. Les États-Unis ne peuvent pas demander au peuple américain de les aider. Parce que les Américains, qui vivent toujours au-dessus de leurs moyens, sont endettés à titre personnel. C'est 160% du revenu annuel. Oh, mais c'est pas le pire, c'est 130, excusez-moi. En Angleterre, c'est 167%. En Hollande, même chose. Des gens qui ont voulu nous dire qu'on n'était pas bon, etc. Tandis qu'en France, il y a beaucoup d'argent dans les bas de laine. Donc la machine peut repartir très vite si on remet la confiance. Alors ce qui a été fait par le président de la République, ça va dans le bon sens. La somme d'argent n'a rien à voir. Il suffit simplement de dire aux gens qui ne risquent rien qu'on garantit leur dépôt. Vous avez vu, il n'y a personne ou presque, à part un abruti, je ne sais plus où, qui a demandé le retrait de 5 millions d'euros de sa banque. Personne ne retire d'argent. Il n'y a pas d'affolement. Donc tout est garanti. Ils ont investi une somme d'argent. On peut dire que cette somme d'argent, ça ne correspond pas à grand-chose, vu le volume d'affaires. Ça indique simplement qu'il y a une confiance qui peut revenir. Si ça marche, tout va repartir dans le bon sens. Si ça ne marche pas, ce ne sera certainement pas de la faute de la France, ce sera de la faute des États voyous, il faut qu'on soit clair, des États voyous qui ne font que spéculer. Là, nous sommes dans une Europe. Dans une Union européenne, pas dans l'Europe. Union européenne, pour être précis. Qu'est-ce qui peut se passer si, mettons, la crise continue, l'Allemagne ou l'Espagne ou comme l'Islande font faillite? Ben, on paye. Et le problème, il est là, c'est que ça nous engage. Donc, si j'étais, mais je ne le serai jamais, et puis je ne veux pas l'être, mais si j'étais président de la République, je demanderais tout de suite au Parlement de voter quelque chose, ou je demanderais aux Français, Parlement français, de pouvoir quitter ce machin européen. Parce que, dans le cas des bêtises, actuellement, la spéculation qui est faite par les banques allemandes, hollandaises, italiennes, espagnoles, l'Angleterre ne nous entraîne pas puisqu'elle n'est pas dans la zone euro, mais ça nous entraîne dans une catastrophe. Là, on va payer quelque chose parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Si on ne sait même pas exactement ce que la BCE a sorti comme argent pour aider les banques, rien que les banques allemandes, rien que les banques allemandes. Alors, nous, ce qu'il faudrait tout de suite, c'est sortir le plus vite possible. Admettons que ce ne soit pas possible pour l'instant de sortir de la zone de l'Union européenne. Mais de la zone euro, il faut sortir tout de suite. Il faut qu'on retourne. Mais ça, c'est, si vous voulez, on en reparle tout de suite, si vous voulez, ce serait dans les remèdes à apporter à ce genre de crise. Parce que on a analysé les causes, on a vu les conséquences, c'est-à-dire une faillite qui peut aller dans tous les coins. Maintenant, il faudrait peut-être aussi un peu qu'on parle des remèdes. Est-ce qu'on peut? Bien sûr. Est-ce qu'il faut garder ces systèmes? Il faut l'adapter, il faut le refaire, il faut le changer complètement? Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'ai plus rien à proposer. Ça va se faire tout seul. Les hommes politiques ont pris conscience que le système les avait dépassés, qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir, mais qu'il fallait faire quelque chose. Alors il faut qu'ils se dépêchent. Il est absolument anormal, on l'a dit au départ, qu'une monnaie nationale qui est gérée pour des intérêts nationaux devienne l'étalon monétaire international. Ça, c'est pas normal. Il faut donc qu'on revoie le système monétaire international. Ce système monétaire doit être basé non plus sur l'or, c'est dépassé depuis longtemps, non plus sur un panier de monnaie, parce que c'est la monnaie la plus forte qui sera encore dominante, c'est-à-dire le dollar américain aujourd'hui, et puis peut-être le yuan demain matin. Non, il faut faire un système monétaire qui soit basé sur quelque chose qui touche à l'économie, qui soit souple. Moi je propose, mais il y a d'autres propositions possibles, je propose de baser la monnaie sur un certain nombre d'articles, etc., ce qu'on fait dans les magasins généraux. Je pourrais un jour vous en parler, on peut aller beaucoup plus loin là-dessus, mais il faut qu'il y ait un pivot monétaire, que ce pivot soit souple, qu'il corresponde à la vérité de l'économie. L'or, par exemple, ne correspond pas à la vérité de l'économie. L'économie, en gros, si vous regardez ce qui est en train de se passer, c'est une augmentation de la population mondiale. Il faut bien qu'elle touche aussi de la monnaie, cette chose-là. C'est une inflation qui existe et c'est une croissance qui existe. La monnaie doit suivre ce processus-là. On ne peut pas en avoir un autre. Donc, il faut, première chose, refaire un système monétaire international. C'est ce que propose la France. Mais le général de Gaulle l'avait déjà proposé dans le temps. Ça va pas. Maintenant, si les États-Unis... Juste avant 68. Voilà, si jamais les États-Unis sont acculés, peut-être que ça va se faire.
Mais je crois que, bon, en plus on tombe dans une mauvaise période, hein, c'est l'élection américaine, le président actuel n'a plus de pouvoir, et l'autre il faut qu'il s'installe. Et la crise, c'est toutes les heures. Hein. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après ce système monétaire, c'est quand même de ramener des règles. On ne peut pas laisser faire les financiers, on ne peut pas faire le marché. On s'aperçoit aujourd'hui que le marché, tous les libéraux, ou soi-disant libéraux, nous disaient que le marché s'autorégulait lui-même. C'est faux. On s'aperçoit bien qu'il ne s'autorégule pas. Il s'autorégule que dans un sens, et jamais dans l'autre. Donc, il faut ramener des règles. Il faut aussi que les États reprennent le pouvoir politique, c'est-à-dire ils reprennent la main et qu'ils aient droit de battre monnaie. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un d'autre battre monnaie. C'est votre économie et la monnaie doit s'adapter à votre économie. Vous allez prendre un type qui habite à Monaco et un type qui habite dans les pays baltes. Excusez-moi, mais ils ne vont pas s'habiller de la même façon, c'est pas possible. Vous n'allez pas au mois d'août demander à l'un à Monaco de mettre un manteau de fourrure ou à l'autre en hiver de mettre un slip. Qu'un slip, c'est pas possible. Donc il faut que chaque économie, on pourrait en reparler un jour, mais les États-Unis, s'il n'y avait pas ce système monétaire, les États-Unis seraient désunis. Il y a des États qui sont riches et des États qui sont pas riches, qui sont très pauvres. Il faut que les uns compensent, etc. S'il n'y avait pas eu le dollar, il y a longtemps que les États-Unis auraient explosé sur le plan monétaire. Donc il faut ramener de la régulation. Il faut que l'État retrouve son domaine, c'est-à-dire le pouvoir de battre monnaie lui-même, de faire dans un système monétaire dont on peut reparler un jour, refaire lui-même, de faire la monnaie qu'il le veut, comme il en a besoin. C'est comme il en a besoin. Sa monnaie vaudra quelque chose ou pas par rapport aux autres monnaies, mais ça c'est un autre débat. Il faut retrouver le pouvoir monétaire et il faut que l'autorité politique puisse désigner l'autorité monétaire qui va gérer le pouvoir monétaire. Vous vous rendez compte, vous pouvez tout faire. Il n'y a personne qui vous interdit de faire quelque chose. Là, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est notre situation dans l'Union européenne. Donc là, vous proposez des solutions. Propose de partir, oui. Donc, d'après vous, déjà actuellement, ce ne serait pas possible. Alors, si en plus, la ratification du traité de Lisbonne finira peut-être, on ne sait pas avec l'Irlande ce que ça va faire, mais admettons. Elle est mal partie là. Admettons, juin 2009, le traité de Lisbonne sera ratifié, c'est une supposition. Tous les arguments que vous avez seront caducs, ne seront jamais applicables. Pas du tout. Non, pas du tout. Dans le traité de Lisbonne, il y a un article qui est bon. C'est celui qu'on a le droit de partir. Donc ça ne nous bloque pas, ça ne nous bloque absolument pas. Bon, très honnêtement, on ne va pas relancer l'histoire du traité de Lisbonne, j'y crois plus. L'Irlande, là, actuellement, vient de jouer perso. L'Irlande n'a même pas eu la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire que l'Union européenne l'a financé plus qu'il est possible. Elle a déjà à l'époque joué perso en disant vous avez des taux d'imposition sur les sociétés et nous on va faire le tiers de vous. Donc elle a pris chez elle nos sociétés qui sont délocalisées. Là actuellement, elle vient de garantir elle-même quelque chose sans passer dans l'Union européenne. Elle n'a pas la reconnaissance du ventre. Donc je ne vois pas du tout les Irlandais dire oui alors qu'ils ont dit non et qu'ils n'ont plus aucun intérêt aujourd'hui à dire oui parce qu'ils vont plus toucher d'argent, ils vont être maintenant contributeurs. Donc j'y crois. Mais le traité de Lisbonne, même admettons qu'il soit ratifié, le traité de Lisbonne, il y a un article dedans, on peut le quitter, ce truc-là, ce machin-là, pardon, lorsqu'on le veut. Donc c'est pas. Il faut le faire. Ah oui, mais je crois qu'il n'aurait même pas besoin de nous pour exploser, vous savez ça. Là actuellement, le seul danger, il y a un danger pour ce machin européen. Il y a un énorme danger, c'est que l'Europe, elle ne s'est jamais faite avec les peuples. Et les peuples ont toujours eu beaucoup de mal à accepter certaines choses. Par contre, l'Europe avance toujours à grands pas quand il y a une crise. Lorsqu'il y a eu le charbon et l'acier, c'est une crise qui a développé l'Europe. Puis c'est toujours des crises qui développent l'Europe et qui les acceptent, qui la font avancer. On est en crise, il faut qu'on fasse très attention. Et puis, disons les choses telles qu'elles sont. Le président de la République française, pour les européistes, a été le meilleur président. Il a fait avancer le bidule. Donc il faut là aussi qu'on fasse attention. Mais ceux qui vont le remplacer vont être d'abord anti-européens, on le sait. Et puis deuxièmement, ils n'auront pas le comportement qu'il a. Donc ça va retomber. Et puis vous allez voir, dès que cette crise a commencé à toucher les peuples, ça va sacrément se déchirer dans l'histoire. Juste pour revenir 2 minutes sur le président, vous avez dit, il a fait avancer l'Europe. Dans l'esprit des gens.
dans l'esprit des gens, oui, mais en réalité, c'est l'Europe qui a avancé ou sont les pays qui ont tous travaillé ensemble pour développer ou, Vous avez bien vu que les pays n'ont pas travaillé ensemble, puisque l'Allemagne a joué elle aussi perso, et il a fallu que Mme Merkel retourne chez elle, se fasse disputer, taper sur les doigts pour qu'elle vienne et accepte un plan qui n'était pas le sien. Donc chaque pays joue perso, il faut le savoir. C'est dans la nature des choses, hein, attention. C'est logique. Bon, c'est tout à fait logique en cas. Surtout dans une crise financière. Oui, mais sans ça, on essaye quand même de faire un petit enfant dans le dos à l'autre. Hein. Il faut quand même. Lorsqu'un président d'un État de l'Union européenne va quelque part, il essaye de vendre ses avions, de vendre ses trains, de vendre ceci, cela. Il ne faut pas être dupe. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher l'Europe. Hein. Mais il faut faire très attention que l'on ne dise pas que c'est l'Europe qui a sauvé le monde de cette crise, parce que c'est faux, c'est totalement faux. Le président français de la République française a fait pression sur les autres pour ceci, et lui il pouvait le faire parce que son pays ne risquait rien, ou pratiquement rien. Il était parce qu'il était le président de l'Union européenne. Non. On a là une chance, c'est un retour aux États. Il est clair que, regardez voir les entreprises qui ne voulaient plus du tout entendre parler d'État. Certains peuples qui ne voulaient plus du tout entendre parler d'État, parce que la presse était aussi dans ce sens-là. Dès qu'il y a un orage, le parapluie, c'est l'État. Et elle demande à l'État d'ouvrir le parapluie. Donc on a actuellement une chance de revenir à la souveraineté et à l'indépendance des États, en considérant tout ce qu'il y a autour, parce qu'il ne faut pas que le mur de 4 mètres qu'on met sur les frontières, c'est fini. On est obligé, avec l'informatique, maintenant, avec tout ce qui est en train de se passer, on est obligé de savoir qu'il y a des gens qui habitent autour de nous. Donc, obligatoirement, il y aura des coopérations qui seront faites par État, mais il ne faut pas qu'on ait peur. Le problème aussi, c'est que là, on a une chance énorme, il faut la prendre, et il ne faut surtout pas que la crise profite à l'Union européenne. Parce que ce serait faux. Quelqu'un me téléphonait hier pour me demander si le souverainisme était du populisme. Et j'ai répondu non. Le populisme, c'est les fédéralistes qui le font, ce populisme. Il ne faut pas que son trompe. Alors, on a deux problèmes. Le retour aux États, ça, il est inéluctable. On revient aux États. Là, les gens, ils ont compris. Les politiques ont compris qu'on ne pouvait plus laisser faire le marché. Là, on ne parle pas de l'Union européenne, on parle du marché. Le marché, le libéralisme, l'ultralibéralisme, l'école de Chicago, c'est mort, disparu, c'est fini. Quelque chose d'autre va se remettre en place. Et c'est là qu'il faut que nous intervenions pour que la chose qui va se mettre en place ne soit pas contraire aux intérêts des nations. Est-ce que notre président va pouvoir le faire ? Bon, Est-ce qu'il a proposé déjà de remettre tout le système à plat, le système financier ? Il a raison. Aux États-Unis, apparemment, Bush n'était pas tout à fait bon. Il a plus de pouvoir, Bush. Oui, mais il a fait aussi comprendre que c'était pas dans ce sens-là que ça va se passer. Il y a eu deux discours différents au camp David. Il y a eu c'était un théâtre d'ombre. Hein. Vous aviez un type qui a essayé de rentrer dans le soleil, qui a dit il faut sauver le marché, puis l'autre qui a dit le marché c'est bien, mais il faut quand même le réguler. Donc il y a deux positions totalement différentes. Et le président de la République française est revenu sur la vieille politique française. Hein. Il a beau raconter ce qu'il veut. Mais je crois, si on parle un peu du président de la République, je crois qu'il ne se connaît pas. Un jour, un économiste m'avait dit, mais quand il a été élu, ce type est keynésien, du Brugolais, non ? Et on s'aperçoit, quand on fouille un petit peu, qu'il est keynésien, mais il ne le sait pas. Il se dit européiste, moi je suis persuadé qu'il est, sauf que, quand j'allais dire il n'est pas européiste, mais il reviendrait bien sur le problème de la nation. Et je me pose une question aujourd'hui. Là, il a fait un beau coup au niveau européen. Est-ce que dans sa tête, il ne se voit pas président ou empereur de l'Union européenne ? Dans ce sens-là, j'ai vu un message passer de Barroso qui le verrait bien comme président de la ratification du traité de Lisbonne. Bon, il mettrait tout son poids derrière Sarkozy. Il faut, bah oui, Barroso, il est gentil. Hein, c'est un homme qui suit notre président actuellement comme un chien suit son maître. C'est parce que pour être élu, Barroso, il a besoin du président de la République française. Donc c'est une question d'intérêt, c'est pas autre chose. Il ne faudrait pas qu'il se fréquente de trop, parce qu'on va se poser des questions. Il y a aussi une autre information, c'est Barroso qui voulait un superviseur européen pour surveiller tous les pays. Tous les pays européens. C'est-à-dire plus... un garde-chion.
Voilà, plus chaque pays qui dirige ses problèmes financiers, sa comptabilité, mais un superviseur européen. Ils peuvent toujours faire tout ce qu'ils voudront et proposer tout. Mais simplement, écoutez, vous avez les critères de Maastricht. Les critères de Maastricht, si on se rappelle les discours d'Édouard Balladur à ce moment-là. Il a été pour, c'était pas possible, etc. Vous avez entendu, il y a quelques jours, où il disait les critères de Maastricht, il faut peut-être plus les respecter, etc. Alors vous savez, ils ont des idées, ces types-là. Je crois qu'au moment où ils ont l'idée, ils sont peut-être convaincus, hein, mais je pense quand même qu'ils ont cru qu'il fallait être européiste pour être élu. Et puis, devant les réalités des choses, eh bien tout ça, ça explose. Cette notion, comment dirais-je, cette marche Europe, elle n'a aucun sens en définitive. Il y a la nation et il y a le monde. Tout le monde sait que ça va aller un jour ou l'autre à une organisation du monde. L'Europe n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est dans cette organisation où il faut que le combat souverainiste qui sera là, c'est de se battre pour que la nation soit bien placée dans cette organisation mondiale. Il y a des choses qui vont échapper aux États, c'est normal. Si vous faites par exemple un problème d'environnement, si vous regardez les problèmes écologiques, si vous battez en France pour les problèmes écologiques, pas polluer, etc. Et puis si votre voisin ne le fait pas, le vent, lui, ne sait pas qu'il y a une frontière. Donc il va falloir, il y a ça, il y a la santé, il y a des tas de choses. Il y a la lutte contre la mafia, il y a la lutte contre la spéculation, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Mais on n'est pas obligé de se marier ensemble. Hein. On peut se rencontrer au restaurant, faire une bonne bouffe et en discuter. Bon, c'est pas la peine de coucher ensemble. Monsieur Foucault, merci. C'est moi qui vous remercie.